Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision, la chaîne de télévision des Culturales, pour ce nouveau débat, cette nouvelle table ronde. Alors on va parler qualité dans cette émission, car les démarches de qualité mises en place depuis de nombreuses années impactent directement les modes de culture. Alors, quelles sont ces démarches de qualité? Quels sont les enjeux? Comment accompagner les producteurs? Comment aussi valoriser les efforts qui sont faits? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Clotilde Toquet, bonjour Clotilde. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle système de culture innovant et également durabilité. Tout à fait. Chez Arvalis. Je ne me suis pas trompé, j'ai tout bien dit. Parfait. Nathalie Vierjus, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes aussi chez Arvalis, une arvalicienne comme on dit, voilà. Responsable du pôle protection des plantes. Protection intégrée des cultures. Faut préciser, vaste travail. Vaste travail, gros chantier. Estelle Thibault, bonjour. Bonjour. Alors Estelle, vous êtes la directrice générale de Ascara. Ascara, une coopérative. Alors vous n'êtes pas totalement une régionale de l'étape, mais presque. Presque. Vous êtes venue quasiment en voisine, parce que l'Ascara, c'est quoi? C'est dans l'Aube? L'Ascara est dans l'Aube, oui. Alors, juste rapidement, combien d'adhérents? 600 environ. Et parmi les 600, il y a Éric Paillard. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur à quel endroit? Je suis exploitant agricole dans l'Aube, au sud de la région de l'Ascara. Et qu'est-ce qu'on produit chez vous? Qu'est-ce que vous cultivez? Classiquement, c'est blé, orge, colza, betterave. Un colza difficile cette année, mais betterave, luzerne, et puis après d'autres cultures un peu plus minoritaires, œillettes, lentilles et semences de dactyle pour moi. Et en ce moment, là, vous êtes en plein boulot. Vous avez dû abandonner un petit peu les champs pour venir nous retrouver ici. On a abandonné les champs pour venir participer au cultural, expliquer la qualité. Et puis derrière, on prépare ce qui va bientôt arriver d'heure, c'est la moisson. Ok, alors on va commencer par faire un petit peu le point sur les démarches de qualité. On en parlait tout à l'heure, Nathalie. Alors, il y en a quand même pas mal de démarches de qualité. Hein. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Déjà, ce qu'il faut comprendre, ce que c'est qu'une démarche qualité. En gros, il y a 4 piliers. Hein. Donc, il y a un référentiel, les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour répondre en fait aux exigences. Donc, c'est ce qu'on appelle le référentiel ou le cahier des charges. Donc ça, c'est le premier pilier très très important à regarder en détail quand on veut s'engager dans une démarche. Deuxième pilier, c'est les éléments de traçabilité. Comment on va faire en sorte que le produit qui sort de ces démarches est identifié, différencié jusque, si possible, le consommateur final. Et puis, quelles sont les pratiques qui sont associées. Donc traçabilité, transparence sur le dispositif. Autre pilier très important, c'est tout ce qui concerne les conditions de contrôle. Comment on va vérifier que les engagements qu'on a pris dans le cahier des charges sont effectivement mis en œuvre. On peut voir des dispositifs plus ou moins compliqués, la certification étant le système peut-être le plus exigeant. Et puis le 4e niveau, c'est la reconnaissance, la valorisation. Alors évidemment, on pense au prix. Alors le prix parce qu'on s'engage dans des démarches particulières, mais aussi la prise de risque. Hein. Le prix doit aussi tenir compte de la prise de risque. Et puis, la valorisation peut passer par d'autres éléments dont on aura sans doute l'occasion de discuter. Absolument. Alors, quand on entend tout ça, Eric, je me dis, les agriculteurs qui s'engagent dans des démarches de qualité, il y a des jours, ils doivent quand même prendre un peu de paracétamol, parce que ça en fait des choses à gérer. Oui, alors déjà dans la plupart des démarches, c'est surtout un point de vue environnemental, donc il faut aussi intégrer ça dans le système au global. Ensuite, si on prend vraiment culture particulière, c'est des respects de certains produits phytopharmaceutiques qu'il faut absolument soit bannir ou alors qui sont très conseillés. Donc ça peut faire un peu de nœud au cerveau. Parce qu'on peut déclasser tout un lot et déclasser toute une culture, et surtout pour la COP, après gérer si on ne respecte pas ce cahier des charges. Donc on a besoin aussi d'être accompagné par nos coopératives pour justement respecter bien ce cahier des charges jusqu'au bout. Ouais. Alors sur l'accompagnement, justement, il y a des dossiers importants, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec vous Estelle, mais c'est vrai qu'en matière de gestion de ces démarches de qualité, pour les coopératives, parfois c'est un petit peu compliqué aussi, non ? Oui, c'est beaucoup de travail. Notamment, on parlait de traçabilité. Hein, on va dire, c'est vrai qu'on est dans une ère très technologique, mais malgré tout, quand on va aller récupérer auprès de 300 adhérents la traçabilité des pratiques, il faut s'organiser, il faut relancer. Souvent, il faut un peu corriger aussi. Donc, c'est vrai que c'est un gros enjeu, la traçabilité, pour qu'on ait les éléments. Et notamment qu'on puisse derrière respecter les contrôles,
parce que ce qu'a évoqué Eric, c'est vrai qu'on est ensemble, l'agriculteur et la coopérative, co-responsables de ce qu'on délivre à notre client en termes de qualité. Et si on délivre pas ce qu'il faut, on est sanctionné au niveau financier, donc on perd un peu l'intérêt de cette démarche. Donc c'est vraiment très important. Et pour ce qui est de votre coopérative, les agriculteurs sont nombreux à être sous démarche de qualité? On en compte presque 300, ouais. Et c'est quoi la motivation générale? On en parlait avec Eric à l'instant. C'est quoi? C'est uniquement, uniquement l'aspect financier qui est important, ou il y a quand même une démarche aussi, intellectuelle derrière? Je pense que effectivement la valorisation c'est sans doute la première motivation. Ceci dit, ça amène souvent des réflexions agronomiques, environnementales, et ça permet à des agriculteurs d'entrer dans une certaine démarche de progression par rapport à ces enjeux-là. Alors Clotilde, en matière d'évolution de ces démarches de qualité, est-ce que c'est quelque chose d'assez figé, ou est-ce que ça évolue, ou est-ce que ça change, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais pratiquement tous les ans? Option 2, ça évolue régulièrement au rythme en fait des attentes sociétales qui sont quand même qui évoluent au cours du temps. Et que l'on porte en tant que consommateur. La plupart d'entre nous les portons en tant que consommateurs. Et si on refait un petit peu l'histoire de ces démarches qualité sous le prisme de la protection phyto, c'est vrai qu'au départ, les premiers cahiers des charges avant les années 2000 avaient plutôt des exigences en matière de qualité technologique. Donc les pratiques qui étaient proposées aux producteurs sur leur culture étaient vraiment guidées par des attentes des industries agroalimentaires en termes de qualité technologique pour faciliter les process. Et c'est à partir des années 2000 que des exigences environnementales ont commencé à arriver. C'est l'effet Grenelle de l'environnement? Alors, le Grenelle de l'environnement est arrivé un peu plus tard, mais dans les années 2000, je pense qu'on avait aussi vécu quelques crises sanitaires qui ont fait que ces démarches se sont multipliées avec plus de traçabilité. Mais on avait aussi, sur la partie protection phyto, ce qu'on a pu observer, c'est des attentes en matière d'impact, limiter l'impact sur la qualité de l'eau, l'impact sur l'agriculteur qui était manipulateur de ces produits phytosanitaires. Et effectivement, avec le Grenelle de l'environnement en 2008, donc le plan éco-phyto, on a vu apparaître des cahiers des charges qui prenaient de plus en plus en compte des exigences en termes de réduction d'usage des produits phytosanitaires. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour ce qui est on parlait en 2000 notamment des grandes crises sanitaires, on était dans la deuxième version de la crise de l'ESB à l'époque. Ces crises qui étaient plutôt des crises qui concernaient le monde animal, les élevages, ont eu aussi des répercussions sur le secteur végétal? Oui, parce que le point commun, c'est le consommateur qui, de par ces crises, a pris conscience de l'importance de consommer plus sain et d'avoir un regard sur la manière dont étaient produits les produits de consommation. Et donc, indépendamment en végétal et en animal. Nathalie ? Oui, je voulais compléter. Oui, c'était un peu la perte de confiance, en fait, dans le caractère sain ou moins sain de l'alimentation. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on est face à un empilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour arrière. Réduction des impacts, si on focalise sur la protection des cultures, réduction des impacts, c'était les premières exigences. Ensuite, on est dans la réduction des phytos. On vient plus maintenant sur des approches de biodiversité, mais c'est un empilement. Il n'y a pas de retour arrière sur les premières exigences. Estelle ? C'était ça que je voulais dire aussi, c'est que ça s'est cumulé. C'est pas, on est passé de la qualité technologique du grain à des enjeux environnementaux. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, on empile les attentes de nos clients, et il faut toujours qu'on réponde à cette qualité technologique, parce que c'est aussi un enjeu industriel de transformation. Et puis en plus de ça, il faut qu'on puisse répondre à ces nouveaux enjeux attendus par les consommateurs. Eric ? Oui, donc pour compléter en fait tous ces cahiers des charges, en fait, ce qu'il faut aussi au niveau de l'agriculteur, c'est une grande rigueur, parce qu'effectivement il y a tous ces empilements qui arrivent les uns après les autres. Donc il y a la PAC, ensuite il y a le process technique, et puis une sensibilité environnementale, et puis les demandes des cahiers des charges. Donc il nous faut une grande rigueur pour soit faire la traçabilité, et puis après derrière faire l'application au réel de ce qu'on dit en fait. Et justement, être dans les clous, comme on dit, par rapport à ces démarches de qualité, ça prend du temps, c'est du temps en plus, c'est de l'énergie en plus pour vous? Disons, je pense que c'est pas forcément du
il y a du temps pour la préparation des dossiers. Notamment dans la période morte saison ou pour préparer les audits et des choses comme ça. Par contre, on va dire que c'est une rigueur comme je disais tout à l'heure, mais c'est écrire ce qu'avant on n'écrivait pas. Et avant on n'avait pas l'habitude, on faisait, etc. Mais la nouvelle génération, je pense qu'elle a acquis ça, et c'est d'écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, quoi, en fait. Moi j'ai un petit peu peur, Nathalie, quand vous parliez de l'empilement. Moi, vu de l'extérieur, quand on commence à me parler d'empilement, de règles, de directives, de normes, de choses comme ça, je dis il y a un moment, il va y avoir un plantage quelque part. Et est-ce que c'est pas un peu le risque, ça ? Oui, Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des nouvelles normes qui sont en contradiction avec d'anciennes, etc. Oui, oui. On le vit aussi sur la réglementation, hein. Donc en fait, il faut avoir en tête que finalement le cheminement des exigences dans les cahiers des charges suit ou précède les cheminements dans les réglementations. Donc l'agriculteur, malheureusement, il vit ça vraiment tous les jours. Donc on risque d'explosion. Enfin, c'est aussi le boulot un peu des instituts techniques ou des organismes de développement ou des coopératives d'accompagner les agriculteurs au mieux pour éviter qu'il y ait des difficultés. Alors peut-être on peut vivre dans certains cahiers des charges des contradictions entre des demandes, par exemple, de baisse de certains produits phytosanitaires avec des listes de produits interdits, et puis des exigences de qualité qui sont derrière. Donc c'est aussi à nous de peut-être le plus en amont possible d'aider dans la construction ou la co-construction des cahiers des charges pour éviter d'avoir des contradictions qui sont ingérables au niveau de l'agriculteur. Clotilde, est-ce qu'il y a des impasses parfois quand on voit toutes ces normes? On dit non, voilà, sur le papier c'est sympa, c'est clair, c'est évident, sauf que sur le terrain ça marche pas. En fait, il peut y avoir des impasses déjà qui sont visibles sur le papier, et ce qu'on essaye de faire, et nous en tant qu'institut, mais aussi avec tous les organismes qui contribuent à la construction de ces cahiers des charges, c'est de les identifier avant d'arriver sur le terrain. Mais j'ai plus envie de retourner la question vers vous. Est-ce que vous avez déjà vécu des impasses techniques liées à des cahiers des charges? Oui, alors en fait il y a deux niveaux d'impasse. Au niveau des cahiers des charges, je pense que c'est plutôt bien construit entre les COP et les instituts, parce que il y a des souhaits d'éliminer certaines molécules, mais on se dit c'est toléré parce qu'on sait qu'il y a un risque d'impasse. Si les impasses qui viennent, c'est plutôt celle du gouvernement, à être plutôt brute, quoi, et de dire on veut plus ça. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple de ce qui est arrivé à vos collègues producteurs de betteraves, à qui on a dit vous pouvez plus utiliser tel produit, et tout le monde a été dans le mur, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Malgré les instituts qui avaient levé les risques, et voilà. Mais au niveau des cahiers des charges de qualité, je pense que c'est quand même plutôt bien construit, en tout cas au niveau de l'agriculteur, on le perçoit comme ça. Après, il peut y avoir encore du travail à faire sur les empilements, etc., et un peu de simplification, mais ça, moi, je ne le vois pas encore. Nathalie. Un bel exemple aussi très emblématique et actuel, c'est le glyphosate. On peut effectivement avoir des cahiers des charges qui vont anticiper et dire on ne veut plus de glyphosate dans les itinéraires, et puis qui par ailleurs met en avant les enjeux de bilan carbone, alors qu'on sait que pour remplacer ce produit, on va plus travailler le sol avec des carburants d'origine fossile. Estelle, ça se passe comment chez vous, dans votre coopérative ? Ça se passe globalement bien. Je voulais souligner que on a quand même des cahiers des charges issus de la transformation, de la dernière transformation ou de la distribution, avec des interlocuteurs qui aujourd'hui, c'était franchement pas forcément le cas il y a 10-12 ans, aujourd'hui vont discuter avec Arvalis, vont discuter avec les coopératives pour justement travailler leur cahier des charges pour qu'il soit faisable. Donc il y a un enjeu de la faisabilité, et ça ils l'ont compris. Pas forcément au tout début, mais maintenant c'est compris. Donc ça se passe plutôt bien. Après, il y a des fois des demandes qui sont un peu éloignées de la réalité du terrain. Donc c'est à nous de rappeler qu'il y a des principes de réalité et qu'il y a des demandes qu'on ne peut pas respecter ou pas dans les délais qui nous sont donnés, quoi. Et alors, est-ce que ça n'a pas aussi rajouté des difficultés aux difficultés? Parce que y avait les démarches de qualité dont on parlait à l'instant, et puis vous parliez de la dernière transformation, il y a aussi la distribution maintenant, qui a des exigences. Avant, c'était simple, la distribution. Ils mettaient des pâtes, éventuellement ils achetaient de la farine, des choses comme ça, ils mettaient en rayon, ils mettaient leur nom dessus et c'était réglé. Aujourd'hui, ils ont des cahiers des charges, ils ont des exigences. Est-ce qu'ils... Là, on complexifie pas encore un peu plus le truc, on rend la chose complètement ingérable pour des coopératives? Moi, personnellement, je pense que cette complexité-là, faut pas en avoir peur. Et au contraire, ça permet de démultiplier les démarches
qui vont parler à certains consommateurs et donc d'aller chercher à différents niveaux de la valeur auprès des consommateurs, que ce soit le distributeur ou la dernière transformation. Hein, pour moi, c'est à ce niveau-là, je les mets au même niveau. Et au contraire, ça fait pour nous des nouveaux clients auprès desquels on peut valoriser de la qualité. Donc, moi, je pense que c'est effectivement complexe, mais il ne faut pas en avoir peur. À nous aussi de jouer notre rôle d'intermédiaire là-dedans et de simplifier au maximum ce qu'on peut faire redescendre à l'échelle agriculteur. C'est aussi notre rôle d'intermédiaire, que ce soit pour les instituts techniques ou pour les coopératives. Nathalie ? Oui, pour compléter, en fait, peut-être les éléments nouveaux vis-à-vis de la grande distribution, parce qu'en fait, des cahiers des charges de grande distribution, il y en a quand même depuis relativement longtemps. Il y a peut-être deux éléments nouveaux, c'est qu'elles ont de plus en plus s'intéressé à des démarches officielles, comme par exemple la certification environnementale ou l'HVE, ou l'agriculture biologique depuis beaucoup plus longtemps. Et le deuxième élément, c'est la pression de certaines ONG environnementalistes ou citoyennes qui vont mettre la pression sur la grande distribution pour exiger des choses nouvelles. On a vu des concours de ceux qui étaient les plus vertueux pour réduire les phytos, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Clotilde ? Oui, je voulais revenir sur la notion d'incohérence, et justement c'est en parlant de la grande distribution et puis donc derrière le consommateur que l'idée m'est venue. En fait, on a parfois aussi des incohérences entre l'acte technique de production au champ et des attentes en termes de qualité. On revient à des attentes, le consommateur a des attentes environnementales, sociales, mais il a aussi des exigences en termes de qualité organoleptique des produits. Et c'est vrai que parfois il y a des exigences au niveau de la production qui peuvent mettre en difficulté la capacité ensuite à avoir des produits avec ces critères attendus par le consommateur. Je prends l'exemple de la filière fruits et légumes où finalement on apprend aux consommateurs de plus en plus peut-être à avoir des légumes ou des fruits qui n'ont pas forcément la belle couleur, qui peuvent avoir quelques taches. En grande culture, c'est peut-être un petit peu la même chose. On a des cahiers des charges qui limitent parfois l'usage d'engrais ou qui pourrait nécessiter de réduire l'usage d'engrais ou l'usage de certains produits phytosanitaires, mais il faut être prêt derrière à ce que ça modifie les process de transformation, voire la qualité visuelle. On peut très bien imaginer demain un peu moins d'engrais dans la filière blé dur pour faire des protéines sur le blé dur, mais accepter d'avoir des pâtes peut-être moins avec une couleur pimpante et quelques petites taches. Voilà. Ah, justement, comment vous travaillez là-dessus, vous, fournisseurs de fait de coopératives, fournisseurs d'industriels dans certains secteurs qui sont les vôtres, notamment en matière de céréales? Vous leur dites ça, si vous voulez, ça sera peut-être pas forcément le rendu sera peut-être pas forcément celui que les consommateurs ont envie d'avoir. Oui, on discute de ça. Est-ce qu'ils entendent ça oui, parce qu'en fait, pour eux, il y a différents enjeux. C'est-à-dire que dans leur process industriel, ils ont aussi besoin de certaines choses. Quand on fait le lien avec la protection des cultures, par exemple, quand on produit une orge de brasserie, si on a un certain niveau de mycotoxines, donc de champignons, sur le grain, la transformation en malt et en bière, elle va pas se faire. Donc, eux, ils ont de toute façon des exigences technologiques qui restent et qu'on doit respecter. Donc, quand en plus ils rajoutent un enjeu environnemental qui est incompatible, ils sont les premiers à l'entendre quand même. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à bien discuter de ces cahiers des charges et de comment on peut essayer au mieux de rendre tout compatible. On a encore beaucoup de choses à apprendre, on a encore beaucoup de choses potentiellement à améliorer, ça met du temps aussi. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que un consommateur, il va changer d'avis et de mode de consommation en changeant de rayon. Mais en agriculture, il nous faut du temps pour arriver à apprendre et à répondre à ces enjeux-là. Ça, c'est aussi un gros défi d'arriver. C'est pour ça que c'est important de parler avec à la fois des industriels et à la fois avec la distribution pour que on soit assez proche en termes de communication et qu'on arrive à réduire un maximum le temps de réponse aux enjeux des consommateurs. Eric. Oui, je voulais ajouter, en fait, il y a dans les demandes des fois de cahier des charges, les demandes ont un impact sur la rotation, enfin sur l'exploitation au global et sur la rotation au global. Et pourtant, c'est qu'un produit qui est valorisé. Donc il y a des fois les clients en fait ne comprennent pas qu'il y a une réticence à y aller parce qu'en fait l'impact va être financier sur toute la rotation, sur toute l'exploitation et pour produire une culture.
Et c'est là il faudrait aussi que les industriels ou enfin les clients au final comprennent qu'il y ait de la valorisation sur tous les types de cultures ou en tout cas sur l'exploitation globale pour que ce soit parfois aussi rentable parce qu'il y a comme un intérêt c'est que ce soit rentable. Ouais, c'est quand même mieux si ça rapporte un peu d'argent. On reviendra justement dans un instant sur la valorisation. Clotilde, tout à l'heure vous parliez du fameux plan éco-phyto qui a accompagné des générations d'agriculteurs et des générations de politiques et aussi parfois des générations de journalistes. On était dans une réduction. Est-ce qu'aujourd'hui, le zéro phyto que certaines associations écologistes nous vendent, est-ce que ça c'est un mythe ou est-ce que ça peut être une réalité ? Alors ça dépend de quel point de vue. Mais... si on demande effectivement aux industriels de la protection des plantes, ils vont dire non. Mais vous... Alors c'est une attente du consommateur qui est assez forte, mais il peut trouver une réponse, le consommateur, au travers de labels comme le label bio, déjà, qui est une... Enfin, juste, zéro phyto, non. Zéro phyto de synthèse. Il faut quand même le dire parce que il y a quand même une croyance qui fait que en bio tout pousserait à la limite sans engrais et sans phyto. C'est pas vrai. Mais on nous aurait menti alors. Non, mais effectivement, vous faites bien de le préciser parce que. C'est vrai. Non, vous avez raison, Estelle, de rappeler cette chose-là parce que c'est vrai que si on prend des exemples alors. On va parler de la Champagne et des vignes. Il y a des vignobles de Champagne bio, mais il y a certains produits qui sont autorisés dans le référentiel bio. Oui, il y a beaucoup de produits qui sont naturels, des choses qu'on connaît. Le vinaigre blanc est, par exemple, très utilisé en agriculture biologique. Et le cuivre aussi dans la viticulture. Le cuivre et tout un tas d'autres phytos. Alors, Clotilde, je repose ma question pour pas me faire disputer par Estelle. Le zéro phyto de synthèse, est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, est-ce que c'est possible ? On y répond après. Mais en tout cas, oui, on sent bien venir une exigence du consommateur vers cette idée de zéro résidu et puis demain zéro phyto. Alors, tout est possible, si vous voulez. On peut produire sans phyto, on peut produire de synthèse, on peut produire sans engrais minéral de synthèse. Tout est possible. La question, c'est à quel prix ? Et qui prend le risque et qui prend à sa charge le coût que ça représente parce que aujourd'hui on ne sait pas produire sans phyto ou avec les solutions en grande culture pour compenser les phytosanitaires de synthèse ne sont pas encore complètement à la hauteur en termes d'efficacité que ce qu'on peut avoir dans la chimie actuelle. Nathalie ? Oui, pour compléter également, sur certaines cultures, ce n'est pas possible. Donc effectivement, peut-être sur du blé, le blé bio aujourd'hui est cultivé sans phyto, absolument sans phyto, y compris phyto de biocontrôle. Il n'y en a pas du tout. Par contre, sur pommes de terre, non. Si vous êtes dans les grandes zones de production de pommes de terre, vous avez le mildiou chaque année. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour faire vraiment du 0-0-0. Donc c'est un gros travail qu'on engage au niveau de l'Institut, d'essayer de trouver les alternatives. Mais on est loin, encore très très loin du compte. Eric. Ouais, pour compléter, en fait, quand on dit qu'il n'y a pas d'outils, en fait, on peut aussi imaginer, c'est la réalité, c'est-à-dire que au niveau de la recherche, on empêche certaines façons de rechercher, en fait, qui soient, alors pas OGM, mais transgénèse, c'est ça les NBT, les NBT, oui. Et la nouvelle version des OGM, même si ça n'a pas grand-chose à voir. C'est pas la même chose. Voilà. Mais en tout cas, on empêche aussi la recherche d'aller vers ce point et qui limite aussi du coup l'avancée de certaines variétés et donc on recourt au phyto quoi. Et là, c'est vrai que ça nous emmènerait sur une autre table ronde sur l'acceptabilité de ces nouvelles technologies qui parfois sont probantes, qui ont dans certains secteurs prouvé leur intérêt, pour ne pas dire leur efficacité, parce qu'il est peut-être encore un peu trop tôt pour parler d'efficacité. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu argent aussi. Estelle, comment on valorise tout ça ? Tous ces efforts, toutes ces démarches, tous ces contrôles. Un agriculteur comme Eric, comment il valorise ? Vous m'expliquerez après, Eric. Estelle, tout d'abord. On le valorise auprès de nos clients. Donc c'est des démarches sur lesquelles soit on va démarcher des clients, des démarches qualité sur lesquelles qu'on va aller porter auprès de nos clients. On peut parler du HVE par exemple. Nous à l'Ascara on a 53 exploitations qui sont certifiées HVE cette année. C'est des sujets qu'on va porter auprès de nos clients. Il y a réponse ou pas parce que tout dépend de ce que le consommateur est prêt à acheter
certains produits aujourd'hui ont du mal à trouver une valorisation au travers de ces démarches-là. Et puis après, c'est aussi des demandes clients. Là, pour le coup, il y a aussi beaucoup de transformateurs ou de distributeurs qui, cette fois-ci, veulent porter leur propre cahier des charges avec un enjeu spécifique, que ce soit la biodiversité, l'eau ou autre. Et là, ils viennent nous voir pour qu'on puisse mettre en place cette démarche avec les agriculteurs. Et c'est là qu'on discute forcément la valorisation de ce qu'on vend. L'enjeu en termes de perspective là-dessus, c'est ce qu'évoquait un peu Eric, c'est que quand on arrive, nous, à valoriser sur une filière, de plus en plus, on demande à l'agriculteur d'aller changer des pratiques sur son système global. Et du coup, on a du mal à valoriser au travers d'une seule filière des changements de pratiques globales. Et on a un vrai besoin d'aller rendre transversales certaines démarches, c'est-à-dire de faire en sorte que plusieurs de nos clients sur plusieurs de nos productions puissent porter finalement des changements de système pour que ça devienne vraiment intéressant pour un agriculteur. Eric, alors vous, on va parler un peu de vos comptes d'exploitation. Ces démarches, finalement, c'est intéressant économiquement parlant, ou ça reste encore quelque chose qui coûte plus qu'il ne rapporte? Alors, en fait, il y a deux niveaux de démarches. En fait, les démarches qui sont engagées depuis, on va dire, les éco-phyto, etc., depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, celles-là sont que pour la filière. Donc, c'est-à-dire que c'est des coûts de production qui sont différents pour produire un blé ou une orge. Donc, elles sont vraiment attitrées à la filière. Et pour le coup, c'est valorisant d'un point de vue agriculteur, qualité, environnement et aussi économique. Par contre, arrive de plus en plus, c'est des demandes qui sont globales. Et aujourd'hui, si on n'était pas accompagné par la SCARA pour faire l'HVE, par exemple, ce serait pas intéressant économiquement. Aujourd'hui, ça doit encore trouver, on va dire, son business, son business plan, comme on pourrait dire, et pour que ce soit toutes les cultures qui soient valorisées. On sait qu'on est au début du HVE, il y a vraiment on va dire un rabattage gouvernemental depuis 1 an, 2 ans peut-être, quoi. Et donc ça doit se mettre en place. On va dire que, pour donner des exemples, on va dire qu'on est valorisé entre 3 et 25 euros selon les modes de culture qui se font, quoi. Estelle ? Juste pour souligner, la SCARA, elle investit. Pour lancer les filières, on a besoin d'investir d'abord. Donc on essaye d'investir pour accompagner nos agriculteurs, pour les faire rentrer. Et puis après, au fur et à mesure, on a des filières qui sont en place depuis 20-25 ans. Au fur et à mesure, c'est des choses qui trouvent eux d'eux-mêmes leur modèle économique. Mais ça met parfois un peu de temps et ça demande que la coopérative, dans un premier temps, investisse. Eric. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on est vraiment, pour la HVE par exemple, on est vraiment au début, comme peut-être le label bas carbone bientôt, on est vraiment au début de la démarche. Donc il y a un gros travail de la COP qui est pour assister, mettre en place, accompagner les agriculteurs. Après, je pense qu'il va falloir passer à une étape supplémentaire, c'est effectivement que y a une reconnaissance au niveau du public, enfin du consommateur final, et pour que ce soit aussi valorisé sur l'ensemble de l'exploitation. Mais alors là, oui, Nathalie ? Non, je voulais vous poser une question. Il y a aussi, j'imagine, un investissement au niveau de l'outil industriel, c'est-à-dire des stockages séparés pour la traçabilité. Oui, merci des lots. de cette question parce que ça me permettra de souligner tout le travail que font mes collègues dans les silos, parce que c'est un gros travail d'allotement. C'est-à-dire que quand on réceptionne une benne HVE, blé HVE, on peut vraiment pas la mélanger avec un blé standard. Donc on a plein de petits tas, pour faire simple, dans nos silos. C'est un vrai travail de logisticien pour le coup. Un vrai travail du grain parce que en fait les cahiers des charges s'arrêtent pas à la sortie du champ. C'est aussi dans le silo. On a aussi besoin d'investir pour que certains circuits soient totalement fermés, etc., etc. Donc c'est aussi tout un travail au niveau de la coopérative, au niveau du travail du grain. Nous, on a aussi des groupes froids qui nous permettent de refroidir le grain et de pas utiliser d'insecticides de stockage, etc. Donc c'est vrai que c'est tout un investissement de nos équipes. C'est vrai que Clotilde, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont des investissements aujourd'hui qui paraissent énormes, mais
des coopératives comme Ascara se projettent dans l'avenir, c'est pas une chose uniquement pour les 3 prochaines années. Ça va être de toute façon un passage obligé pendant l'avenir, non ? J'en ai l'impression, effectivement. Je voulais rebondir sur la notion que vous évoquiez, Estelle, la notion de système de culture. C'est-à-dire que jusqu'à encore il y a peu de temps, il y avait des exigences, et c'est encore le cas, des exigences des filières, donc que l'agriculteur regardait culture par culture. Cependant, pour aller chercher encore, être capable, aller chercher d'autres leviers, il faut plus raisonner culture par culture, mais aussi à l'échelle du système de culture. Ça veut dire quoi ? Je donne un exemple. Si on veut réduire la pression en adventice, ou la pression en ravageur, ou la pression en certaines maladies sur les céréales, par exemple, on va essayer, et donc mettre moins de produits phytosanitaires ou ne pas mettre ceux qui sont interdits. Des produits phytosanitaires de synthèse. On va aller, je me permettrai de faire le raccourci quand même, l'agriculteur va pouvoir regarder comment faire sa rotation, comment modifier la succession de cultures, voire introduire de nouvelles cultures qui jouent vraiment un rôle assainissant, par rapport aux adventistes. Sauf que ces cultures, si ils ne les faisaient pas jusque-là, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de filière et pas de débouchés. Donc vous pourrez peut-être réagir sur ce point, ou parce que ce ne sont pas forcément des cultures bien adaptées au contexte climatique et dont on ne tire pas la meilleure valeur ajoutée. Donc on en revient quand même au point de tout à l'heure, c'est qui prend le risque d'investir dans ces nouvelles filières et qui prend le risque de produire ces cultures alors que c'est peut-être pas les plus rentables. Et introduire une nouvelle culture pour un producteur, ça peut être aussi avoir besoin d'acheter du nouveau matériel ou maîtriser techniquement et apprendre à maîtriser une nouvelle technique. Donc à nouveau, voilà, il y a ces efforts-là si on veut répondre à des cahiers des charges plus tournés vers les aspects environnementaux ou vers la réduction de l'usage des produits de phytosynthèse. Estelle, est-ce que c'est facile de faire passer ce message dans une coopérative où par définition, autour de la table du conseil d'administration, il y a des agriculteurs. Eric, je crois d'ailleurs que vous êtes membre du bureau de l'Ascara. C'est facile de dire, attendez, on va se projeter dans l'avenir, mais c'est quand même un chèque de X millions pour avoir des sites dédiés, pour avoir des machines particulières, des systèmes particuliers. C'est facile à l'Ascara. Vous avez de la chance. Oui, j'ai beaucoup de chance. Non, c'est facile à l'Ascara parce que ces démarches, ces convictions agro-environnementales, ça fait longtemps qu'elle les a. Moi, je suis pas à la coopérative depuis très longtemps, donc ça date de bien avant moi. Donc, c'est des convictions de valeur et puis c'est aussi notre différence. Notre singularité à l'Ascara que de se positionner un peu à l'avant-garde de ces sujets sociétaux. Donc oui, c'est facile à l'Ascara, mais c'est quand même pas évident globalement si je parle agriculture parce que la réponse du consommateur se fait quand même attendre. On va aussi être honnête de se dire que dans ces filières qualité, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros travail et quand on voit que le consommateur réagit quand même aujourd'hui essentiellement au prix, il y a un moment où ça devient difficile à porter de demander à des agriculteurs de changer et de ne pas réussir à trouver les clients, comme le disait Clotilde, quand on nous demande d'introduire dans une rotation des févroles, il faut aller les vendre. Et nous, coopérative, c'est notre rôle. Et si personne n'en veut, ça veut dire que l'agriculteur, on n'arrive pas sur un an à valoriser sa surface. Donc ça nous pose un problème. Donc effectivement, il y a aussi la réponse consommateur sur lequel il faut qu'on soit très attentif. Et nous, on n'y a pas forcément accès. Nous, on n'est qu'un intermédiaire. Hein. C'est pas nous qui gérons qui connaissons le mieux la réponse consommateur. Eric. Oui, je voulais rajouter en fait au niveau de l'Ascara, en fait, il y a eu une réflexion qui date de 2007-2005, je crois, en fait, qui était vraiment la différenciation, donc d'aller vers des marchés de niche de qualité. Donc ça fait déjà beaucoup d'années que c'est engagé, et donc du coup il y a une logique quand même qui s'est mise au niveau des agriculteurs, au niveau du conseil d'administration, de donner les outils à la coopérative pour justement aller dans ces cahiers des charges et cette qualité en fait. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure en parlant d'éco-phyto, etc.
Et c'est un sujet qui est souvent sensible, et moi j'ai l'impression qu'on le traîne depuis pas mal de temps. C'est celui de la séparation des pouvoirs en matière d'agriculture. Dans les coopératives, il n'y a pas encore si longtemps, c'est le conseil aux agriculteurs se faisait, et puis dans le même temps, la personne qui faisait le conseil, je schématise volontairement, avait aussi le bon de commande et le carnet de commande pour acheter les produits qui allaient avec. Et souvent d'ailleurs, il n'y avait plus vraiment de conseil, on disait à l'agriculteur, bon allez, hop, tant d'hectos, tant de quintaux, tant de trucs, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs, elle est effective? Elle est effective, je crois, sur le papier depuis pas longtemps, mais est-ce que c'est une bonne chose? Elle est effective depuis le 1er janvier 2021, donc on est sous le coup de ce décret lié à la loi Egalim de la séparation entre le conseil et la vente. À l'Ascara, on a choisi la vente. Et pourquoi pourquoi? Parce que le modèle du conseil, le modèle économique du conseil se cherche encore, donc aujourd'hui, c'était difficile de se passer d'une marge qu'on fait sur la vente de produits phytosanitaires et de le remplacer par du conseil. Et force est de constater qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a très peu d'interlocuteurs qui se sont positionnés sur le conseil terrain, ce qui rend d'ailleurs difficile l'application de la loi parce que l'écosystème vente-conseil n'est pas encore reconstitué dans sa nouvelle version. Mais bon, c'est un vrai sujet, notamment sur les aspects filière qualité. Parce que ces filières qualité ont quand même plutôt pour objectif de réduire le recours aux produits phytosanitaires de synthèse. Ça répond à ces enjeux sociétaux qui vont vers là-dessus. Donc ça répond au même objectif que la loi Egalim, qui est la réduction du recours aux produits phytosanitaires. Sauf que le moyen de séparer le conseil et la vente, effectivement, on peut s'interroger sur sa pertinence, dans le sens où nous, on est engagé, comme je le disais, avec l'agriculteur, à livrer au client un produit qui répond à ce cahier des charges. Donc, on a quand même besoin de l'accompagner là-dessus, mais on ne peut plus le faire au travers du conseil. Et d'un autre côté, on a aussi besoin d'être en mesure de lui proposer les produits spécifiques à ces cahiers des charges. Et du coup, que ce soit l'un ou l'autre des choix, finalement, ce moyen de séparation conseil et vente met un peu des freins sur le développement de ces filières de qualité. Nathalie, je voudrais votre avis là-dessus, vous qui avez quand même un regard extérieur, le regard du monde de la science et de la recherche. Ce que je voulais dire aussi en réaction, une des raisons qui fait que la plupart des coopératives et des négoces aient plutôt choisi la vente de produits phyto que le conseil stratégique autour des produits phyto, c'est que les textes sont sortis au mois de septembre-octobre. Voilà, octobre, pour une mise en application au 1er janvier. Donc les règles du jeu ont été quand même définies très tard. Ça peut bouger. Et il peut y avoir des évolutions dans le temps. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Eric. Après, je voulais parler d'un point de vue agriculteur. En fait, alors moi, j'avais pas la sensation d'être forcé à l'achat ou à l'application, en tout cas pas à l'Ascara. D'autant plus que dans la région, on est quand même organisé en GDA, CTA, qui donne aussi des conseils différents. Donc on avait quand même 2 points de vue, ou voire 3. Donc l'idée des gouvernements qu'on était des bébêtes, on va dire, à suivre ce qu'on nous disait, c'est un peu faux. Par contre, pour ajouter, en fait, on a quand même besoin de notre coopérative pour être accompagné dans l'application des cahiers des charges, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'il y a une multitude de produits de protection des plantes qui peuvent être interdits. Et si on est dans une gamme, on va dire, différente de celle de notre coopérative, ça peut être on peut vite être perdu, et on a besoin souvent d'être accompagné. Et c'est vrai que c'est un vrai jeu d'équilibriste entre le conseil et la vente vis-à-vis du gouvernement pour accompagner justement ces contrats de filière qui sont quand même très spécifiques avec des grosses données, quoi. Alors moi j'ai une question toute bête à vous poser. Alors si tout le monde se met à choisir la vente et que plus personne fait du conseil, on n'aura plus que des pharmaciens et plus vraiment de médecins. Ça va être compliqué, Nathalie. Non, il va se mettre en place évidemment du conseil stratégique indépendant, c'est le terme qui est consacré. Notamment, les chambres d'agriculture sont en train de se positionner là-dessus, et puis du conseil privé comme il existe chez nos voisins européens. Ce que je voulais juste aussi ajouter en vous écoutant, c'était dans l'aide aux agriculteurs. Donc évidemment, il y a tout l'écosystème, on peut l'appeler comme ça, donc les organismes de développement, les CETA, les coopératives, les négoces.
Il y a aussi ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Donc nous, au niveau d'un institut comme le nôtre, on travaille de plus en plus sur des approches de modélisation, notamment de comment la maladie arrive dans la parcelle, comment elle va se développer avec la prévision climatique. Et donc c'est aussi une aide pour l'agriculteur de mieux connaître les conditions qui vont se passer dans sa parcelle et de savoir s'il faut ou non traiter. Eric. Ouais, je voulais réagir à Nathalie, en fait, parce que dans les conseils qui peuvent être autres et privés, on va dire plus sur le côté de la COP, quoi, à côté de la COP, en fait, aujourd'hui, ils sont pas, alors peut-être un moyen d'information qu'il faut peut-être créer, mais en tout cas, ils sont pas informés de comment le cahier des charges doit être géré, quoi. Et donc, du coup, souvent, ils se trouvent complètement démunis en disant, bah, nous, on vous conseille telle application. Ah ouais, mais si tu regardes pas le cahier des charges, c'est interdit, quoi. Donc, il faut prendre une autre solution. Donc, là, aujourd'hui, il y a peut-être de la synchronisation à faire, mais en tout cas aujourd'hui c'est encore délicat et difficile, quoi. Estelle ? Je rajouterais que ils sont contractuellement pas du tout responsables du produit qui sort. Or nous on l'est. Donc c'est nous qui allons être sanctionnés si le cahier des charges n'est pas respecté, pas un conseil indépendant à côté. Donc c'est ça la difficulté, c'est lié à notre responsabilité. Après, comme le dit Eric, c'est un numéro d'équilibriste. On va se trouver des qualités d'équilibriste. Surtout que derrière, en fait, une erreur en fait du côté agriculteur dans la production en fait de la culture, si ça n'a pas été, si on n'a pas réussi à le détecter avant que ce soit moissonné et envoyé au silo, c'est toute une cellule ou tout un lot qui peut être du coup être déclassé. Qui porte cette responsabilité-là? L'agriculteur qui a livré, le conseil, la COP. Donc ça peut valoir aussi beaucoup avoir des gros coûts pour la coopérative. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Clotilde, je voudrais qu'on se projette dans l'avenir. On va dire dans les 5, les 10 prochaines années. Quelle perspective pour tous ces sujets, pour toutes ces démarches de qualité ? C'est la continuité de l'histoire qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est que les cahiers des charges se multiplient, que les exigences s'empilent. Donc pour le moment, on est quand même encore dans cette continuité-là. Après, il ne faut pas perdre de vue que généralement, et c'est l'histoire qui nous montre aussi, les démarches qualité, ces démarches volontaires, elles sont souvent le socle ou la marche supplémentaire par rapport à un socle réglementaire. Et généralement, la réglementation évolue dans la direction qui est celle des démarches qualité. Donc je dirais les perspectives, c'est effectivement progressivement une intégration d'exigences nouvelles dans les réglementations et puis une continuité des exigences, on imagine. Si on se projette sous l'angle de la protection des cultures, on l'évoquait tout à l'heure, c'est plutôt vers une tendance à aller vers moins de résidus, voire moins de produits phytosanitaires de synthèse. Après, ce qu'on observe quand même, c'est que cet empilement d'exigences, parce que là on parle de produits phyto, mais il y a aussi des attentes en termes de bilan carbone, des attentes en termes de biodiversité, de santé des sols. Il y a quand même un moment, et il y a des signaux faibles qui le montrent, il faudra quand même tous se mettre autour de la table pour que ces exigences, elles restent cohérentes, à la fois qu'elles soient réalistes et faisables pour le producteur, mais aussi que la prise de risque ou la répartition de risque se fasse correctement au sein de toute la chaîne de valeur jusqu'au consommateur. Ce serait presque un Grenelle de l'agriculture ou un Grenelle des démarches de qualité qu'il faudrait organiser, non ? Je sais pas. Il faudra trier, si je vous comprends bien, il faudra trier ce qui est du domaine du gadget et ce qui a un véritable intérêt, tant du point de vue agronomique que du point de vue culturel, que même du point de vue consumériste. En fait, oui. Et puis, je pense qu'on est tous autour de la table. On a tous cette envie de pouvoir trier, ou alors d'être plus impliqués, en tout cas, dans la construction de ces futures démarches, pour que ce ne soient pas des démarches gadgets infaisables, mais qu'elles aient vraiment du sens pour tout le monde. Eric, l'avis de l'agriculteur là-dessus, dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, simplifier, ce serait ça le mot ? Simplifier les démarches, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et puis, différencier toujours, et puis... je pense avoir une reconnaissance du consommateur, d'aller jusqu'au bout, de valoriser aussi ce travail-là par rapport à d'autres entrées extérieures France ou même UE qui sont, on le sait, pas produits sous les mêmes symboles qualité en fait. Alors, on a toujours un peu de mal d'ailleurs à faire passer ce message en disant regardez, nous en France quand même on a des démarches de qualité, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on cultive, il y a des produits d'importation, alors on va pas dire du mal de certains pays et de certains produits, mais quand même qui sont plus
on va dire, souple, entre guillemets, avec les produits phytopharmaceutiques. Ouais, je pense qu'on est tous consommateurs autour de la table et on a toujours une envie de faire de la qualité, d'aller vers la qualité, mais aussi les moments où on revient, comme disait Estelle tout à l'heure, au prix d'achat et puis à l'acte rapide où on fait, et des fois on n'analyse pas. Alors, il y a de plus en plus de mise en avant d'origine, de qualité, de qualité intérieure. Souvent, ça n'était pas très visible et j'espère qu'en tout cas, le gouvernement force pour que ce soit plus visible. Alors après, ça va peut-être faire des paquets avec beaucoup de logos, mais on verra. On aura du mal à lire tous les logos sur les paquets. En tout cas, j'espère qu'avec cette table ronde, eh bien, vous en avez appris un peu plus sur les démarches de qualité, sur l'histoire, sur l'actualité et puis bien sûr sur le futur. Le futur, eh bien, il s'écrit ici au Cultural, aujourd'hui et maintenant. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.